Si j'avais eu le choix, je serais... Vous seriez resté. Je serais allée de l'autre côté, vraiment. Hein. C'est puissant, je doute encore de ce que j'ai entendu. Alors que non, il y a une part de moi qui en est certaine. Ouais, c'est ça. C'est du vécu, c'est de l'expérience, il y a le ressenti. Non, tu as quelque chose à faire encore. Donc on ne peut pas se projeter quand on se dit à 30 ans, avant 30 ans, on meurt. En fait, comme une fatalité. Bon. Pourquoi je suis revenue sur Terre, grossièrement? On parle de pouvoir en soi. Vous savez, on a le pouvoir en nous d'influer sur nos cellules, les stimuler. On a un pouvoir d'auto-guérison. Même jusqu'à dire le nombre de gens que vous avez sauvés. Ça va me toucher là. Vous ne devriez plus vous poser cette question. Oui, mais non, mais c'est bien. Non, mais... Vous vous rendez compte le jour où je doute plus. C'est sûr. Merci d'être avec nous, bienvenue, nouvelle rencontre, nouvelle invitée, avec le plaisir d'accueillir Catherine Guillaume qui est installée sur les canapés. Bonjour Catherine. Bonjour vous Marc. Allez bien? Très bien, merci. Je suis content de vous recevoir. Vous êtes vivante, vous êtes debout. Incroyable. Oui, et profondément amoureuse de la vie. Ça c'est vrai. C'est comme ça que vous vous définissez le mieux? Oui, entre autres. Je dirais que oui, mon parcours de vie m'a amenée à vraiment devenir amoureuse de la vie parce que la première étape de ma vie, c'était pas gagné, on va dire. Voilà. Et très tôt. Très tôt. Très tôt, les choses ont été difficiles jusqu'à cette adolescence. Et évidemment, on va en parler parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans votre adolescence. Et vous dites que la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes psychothérapeute aujourd'hui, maître praticienne en hypnose ericksonienne, maître praticienne en programmation neurolinguistique, bien sûr, et puis les formations que vous proposez. Mais on va voir ce parcours de vie qui vous a amené à être celle que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que... quand on dit que parfois la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je pense que vous en êtes l'incarnation. Je pense aussi sincèrement, mais pour autant, actuellement j'aspire un peu une tranquillité. Que vous avez aujourd'hui ou pas, cette tranquillité? Oui, j'ai réussi à acquérir une sérénité, la paix intérieure, c'est comme ça qu'on la nomme, et raison pour laquelle maintenant il est important pour moi de transmettre en fait ce qui a fonctionné pour moi peut peut-être fonctionner pour les autres. Mais que vous avez déjà testé sur les autres pour le coup. Ah oui, bien sûr, depuis des années. Depuis des années, tout à fait. Clairement. Alors on va voir ce qui s'est passé parce que évidemment l'invisible, comme on dit, et ici sur ABC on en parle assez régulièrement, ne vous est pas inconnu depuis toute petite. L'inconnu ne m'est pas inconnu, mais l'invisible n'est pas encore vraiment visible. C'est un jeu de mots, mais depuis toute petite, oui. Ça a commencé à l'âge de 11 ans, en fait, véritablement. Lorsque, à la suite du décès de mon grand-père, je pense aujourd'hui, maintenant, il y a des explications, évidemment, rationnelles. Et puis, on va replacer tout dans le contexte. Il y a 50 ans en arrière, plus de 50 ans en arrière. Donc, il s'est passé quelque chose, une rupture totale. C'était un référent pour moi, ce grand-père. Et j'ai commencé à être malade. Vous tombez malade peu de temps après son départ. Peu de temps après, oui. D'ailleurs, lorsque je souffrais terriblement, je faisais appel à lui, justement, quand on parle d'invisible. Voilà, c'est... Mais vous pouvez laisser venir l'émotion, évidemment, et c'est OK. Et on l'accueille toujours. Incroyable. Mais on ouvre des tiroirs et voilà. Et voilà. C'est normal. Et donc... Ce qui est assez incroyable, c'est que... D'abord, le lien que vous faites entre le fait que vous tombiez malade et la disparition de votre grand-père. Est-ce que vous pensez que vous êtes tombé malade suite à la disparition de votre grand-père? Aujourd'hui, oui. Je peux pratiquement l'affirmer. Attention, je vais considérer le fait qu'il y avait une fragilité organique, qu'avant mon grand-père, il y a eu quand même des expériences de vie très tôt qui ont fait que j'étais prédisposée peut-être à vivre ça, et probablement, certainement, oui. Parce qu'à 8 mois, mon père m'a kidnappée. Il m'a arrachée au sein de ma mère et elle m'a cherché partout. Donc je pense que ça a commencé très tôt et probablement que ça a eu des incidences organiques voilà, sur mon physique. Et le décès de mon grand-père, ça a été une rupture totale, violente, qui a réveillé quelque chose. Je l'expliquerai comme ça aujourd'hui, mais c'est plurifactoriel. Évidemment qu'à l'époque, on était loin d'imaginer qu'il puisse y avoir une incidence émotionnelle. Parce qu'entre l'enlèvement par votre père, la dépression,
de votre mère, Oui, oui. plus le fait que vous soyez un peu, pardon, mais ballotté comme ça et qu'elle vous recherche, et, enfin, je veux dire, tout ça est assez traumatisant pour le coup. Et lorsqu'arrive l'épisode, bien sûr, et l'épisode de vie de la disparition de votre grand-père, voilà, c'est la goutte qui fait déborder le vase, quoi. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Ouais. Et là, je rentre dans un circuit un peu compliqué parce que je suis une enfant pleine de vie, paradoxalement. Je fais de l'équitation depuis très jeune. Enfin, je croque la vie à pleines dents, même s'il y a au fond de moi une forme de tristesse inexplicable. Et à 11 ans, commence le parcours des hospitalisations dans les hôpitaux pour enfants. Personne donc, ne sait ce que vous avez? Non, personne. Aucun médecin n'est capable de vous dresser un bilan et un symptôme spécifique? Non, à l'époque, c'était très compliqué. Donc, j'étais le cobaye des médecins, mais je ne leur en veux pas parce que le but, c'était de trouver ce que j'ai et voir de me guérir, de me soigner, de trouver le remède, entre guillemets, miracle, si je peux dire. On a supposé que j'avais la tuberculose, on a tout supposé. Donc je rentrais chez moi, je repartais, je rentrais, je repartais, je restais de plus en plus souvent à l'hôpital et déscolarisée, coupée du monde extérieur, de mes amis, de l'équitation, de tout ce qui m'apportait quand même un peu de bonheur, de joie de vivre. Et effectivement, avec une mère absente, dépressive, je me suis construite de cette façon. Ouais. Et seule pour le coup. Et oui. Mais nous sommes, je pense qu'on est tous seuls, plus ou moins, dans la vie, mais bon. 15 ans. Alors. Qu'est-ce qui se passe à 15 ans? Je rentre, je sors de l'hôpital, je sors de l'hôpital, on ne trouve pas ce que j'ai, on ne sait pas ce que j'ai des fièvres. Le lendemain, je suis au top de ma forme. Bon, 15 ans, là, je commence à dépérir vraiment, à avoir de plus en plus de symptômes inacceptables et on décide de m'hospitaliser parce que je ne m'alimente plus, j'y arrive plus et je maigris. Donc on m'hospitalise à Paris dans un service spécialisé qu'on appelle le service des éléphants, des Nutripompes. Je suis branchée à un frigidaire qui me nourrit. Et puis tout le reste, quoi. J'étais censée y rester une quinzaine de jours et puis... c'est là où j'ai plus la notion du temps du tout, en fait. Je suis dans une chambre de réanimation, avec ce que ça veut dire, quoi. Des appareils autour de moi, des médecins. Et j'ai espoir de sortir rapidement. Je pense que cette hospitalisation va être de courte durée. C'est pas le cas. Donc là, je continue à maigrir et pourtant, on me nourrit... j'ai à peu près 6000 calories par jour, c'est énorme. Et malgré tout, je continue à dépérir. Il s'avère que, encore une fois, nouveau choc émotionnel. Je suis d'une famille de médecins. Mon oncle médecin appelle mon père que je n'avais jamais vu en lui disant il serait peut-être temps que tu dises bonjour, au revoir à ta fille. Donc il est venu dans ce service de réanimation. J'étais branchée partout. Je souffrais, mon corps me torturait véritablement. Et mon père est venu dans cette chambre avec sa nouvelle femme. Il est venu pimpant, tout beau, et avec une gerbe de fleurs qu'on a jetée, parce qu'en réanimation, on n'accepte pas les fleurs. Donc ça a été à nouveau, paf, poussée de température énorme. Je ne pouvais pas bouger, c'était un choc. Vous l'aviez pas vu depuis combien de temps? J'ai à peine connu mon père. Il a quitté ma mère, j'avais l'âge de 1 an. Il m'a kidnappée, ma mère m'a retrouvée, ça a été tumultueux, ça a été très compliqué. Donc en fait, c'était l'époque, il voulait ça aussi. Hein. Donc mon père, je l'ai connu, je ne peux pas dire que je l'ai connu, je ne l'ai pas connu. Non mais je veux dire, il débarque à l'hôpital, oui. Vous ne l'aviez pas vu. Oui. Depuis, je connaissais pas. Vous le connaissiez quasiment pas. J'avais une très belle photo de lui. Qu'est-ce qu'il vous dit en arrivant? J'ai plus de souvenir de ça, en fait, parce que là, je crois que j'ai... Vous avez occulté cet épisode-là. Ouais, c'était trop, et à la suite de ça, il s'est fait sortir de la chambre de réanimation par les médecins, parce que peu de temps après, le lendemain,
Je supportais plus d'être branchée. Et je voulais partir, en fait. Parce que ça servait à rien de me garder comme ça, connectée à des machines. Je faisais 31 kilos, 1m65 à peu près, je fais 70 aujourd'hui. Donc. Et je trouvais pas de sens à ma vie, je pouvais plus faire d'équitation, etc. Et là, il s'est passé ce dont on parle classiquement aujourd'hui. Je dis classiquement. Bien sûr. Parce qu'à l'époque... Bien sûr, il y a 50 ans, c'est très compliqué de décrire ça. Une EMI, vous faites une EMI. Voilà, maintenant j'ai mis des mots dessus depuis des années, mais je ne sais pas ce qui se passe en fait. J'en peux plus, je veux partir. Mon cerveau fonctionne encore un tout petit peu, mais je m'affaiblis tellement physiquement et à tout niveau que ça ne sert à rien d'être là comme un corps sans vie, pratiquement, dans un lit. Et là, je pars, je sais pas où. Ce qu'on décrit maintenant, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages à ce sujet à l'heure actuelle, ce qui fait que j'ai osé en parler. J'ai mis beaucoup de temps à oser en parler, pour pas passer pour une folle, entre guillemets. C'est excessif ce que je dis, mais c'est à peu près ça. Donc je me suis vue, oui, j'ai vu mon corps, j'ai vu les médecins, les infirmières s'agiter autour de ce corps, mais j'ai été attirée par quelque chose de tellement puissant. Mais c'est indescriptible, même si aujourd'hui je pratique l'hypnose, l'auto-hypnose et que j'arrive à des états modifiés de conscience qui sont hyper agréables, mais il n'y a rien d'équivalent. Et en fait... aspirer, et je vois ce corps et tout le monde s'agite et je comprends rien, mais je suis encore dans cet endroit-là. Je sais pas, je vais parler d'âme évidemment parce que actuellement je mets encore une fois des mots là-dessus, mais qu'est-ce que c'est l'âme? Ça c'est un autre sujet. Et en fait j'arrive, je ne sais où, quoi qu'il en soit, je vois des formes, plusieurs formes, dont une immense, des formes, pas de visage spécifique. C'est comme si j'étais à l'entrée de quelque chose avec une rangée d'ombres, mais quand même des formes, je dirais quand même que je peux décrire humaines. Il y en a une qui est beaucoup plus grande que les autres, géante. C'est comme si elle voulait pas que je passe de l'autre côté. Elle m'interdisait de passer de l'autre côté. Et je voulais y aller, c'était bon. Et si c'est ça l'après, franchement, voilà. Et en fait, cette forme géante, plus sombre que les autres, il y avait des plus petites à côté. Je ne sais pas qui c'était. Et je pouvais aller à gauche, à droite, rien. Personne ne me laissait passer. Personne. Je dis personne parce que aujourd'hui, je ne peux pas donner d'autres définitions. Et là, cette forme géante m'a poussée violemment. Mais violemment, j'ai encore le souvenir de cette poussée physique, même curieusement, parce que c'est là que j'ai réintégré mon corps, en fait. Et ça a été une fraction de seconde. Donc j'ai ressenti à nouveau tous les... J'étais branchée de partout, la douleur. Certaines rencontres changent une vie, certaines expériences aussi. ABC Talk revient à l'île de la Réunion pour 2 jours, un vrai tournant, une aventure humaine avec 3 expériences, 3 façons de transformer votre vie. Commençons par le samedi 14 novembre avec Myriam Facio et Chanaël Munier, les constellations intégrales pour libérer enfin vos mémoires familiales liées à l'argent, à la réussite et à l'abondance, pour changer enfin votre rapport au succès. Le samedi soir, c'est un duo, le duo de l'invisible avec Alexandra Gabriel et Aaron Vial. Ils sont tous les deux médiums quand la médiumnité rencontre la numérologie et les contacts défunts, où chaque instant peut devenir personnel. Et puis dimanche 15 novembre, la puissance du Quantum Self-Healing avec Fabien Lefebvre. Il sera question d'activer vos clés quantiques. C'est l'une des expériences immersives physiques les plus intenses. Vous repartirez plus clair, plus aligné, plus puissant. ABC Talk installe également son studio télé à La Réunion. Si vous êtes donc thérapeute, coach, praticien, accompagnant de vie, vous allez pouvoir vous aussi vous installer dans les canapés d'ABC Talk et tourner votre propre émission qui sera ensuite montée et diffusée à l'international sur l'ensemble de nos réseaux avec plus de 30 millions de vues chaque mois.
Vous l'aurez compris, c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure pour la seconde fois. ABC Talk à La Réunion en 2026, novembre 2026. Vous allez vivre l'intensité, découvrir l'authenticité, expérimenter l'essentiel. Infos et réservations, abctalk.fr. C'est assez étonnant dans les EMI et dans tous les témoignages qu'on a pu avoir. Certains vous disent qu'on donne le choix et d'autres vous disent, comme vous, Oui. on n'a pas le choix. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Parce que si j'avais eu le choix, je serais... Vous seriez resté. Je serais allée de l'autre côté, vraiment. Hein. C'est puissant. Et en fait, par contre, là, j'ai eu une forme de message. Alors, une voix, une voix grave, forte, puissante. C'est pas ton heure ou quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je doute encore de ce que j'ai entendu. Alors que non, il y a une part de moi qui en est certaine. Ouais, c'est ça. C'est du vécu, c'est de l'expérience, il y a le ressenti. Et non, tu as quelque chose à faire encore. Voilà. Et donc, j'ai cherché ce que ça pouvait être. Alors, à partir du moment où j'ai réintégré mon corps, curieusement, c'est là que la chirurgie s'est intéressée à moi. Il y a un grand professeur qui est venu me voir, qui m'a dit « Cathy, tu es prête pour l'intervention ?» Parce que, en fait, la médecine ne voulait pas m'opérer. C'était peu connu à l'époque, on peut dire maladie de Crohn aujourd'hui. Il y en a de plus en plus actuellement. Et donc, le professeur Log, je peux me permettre de respect à cet homme, m'a retiré du service de réanimation et m'a mis dans un service privé d'ailleurs, où je lui ai dit ok, on y va. Il m'a dit t'es faible, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, là j'ai subi, j'aime pas ce terme subir, j'ai été libérée plutôt. Il vous a sauvé. Oui. Il m'a opérée. Il a compris qui j'étais, mes attentes. Et en fait, il y a une chose hyper importante que je dois spécifier, c'est que lors de ce voyage que j'ai fait, qui était merveilleux, j'ai vu des symboles. Vraiment des symboles qui sont encore là, des flashs dans ma mémoire. Donc, je vais accélérer le temps. À l'époque, j'étais encore toute seule dans cette réanimation, dans cette salle de réanimation. Il fallait que je récupère de l'intervention, etc. Et il y a des jeunes protestants qui venaient me voir. Moi, je suis baptisée protestante, mais ça aurait pu être une autre religion, peu importe. Et ils venaient insuffler un peu de vie en me disant « rebooste-toi, reviens, tu vas guérir pour l'été, etc. » Et en fait... j'étais très perturbée après cette expérience. Je voulais l'opération, je l'ai vécue, ça m'a libérée, ça a été nécessaire. Et j'ai pu sortir de l'hôpital grossièrement 6 mois après. Mais là, j'ai commencé à chercher dans les livres, à chercher ce que j'avais vécu. Que, la médecine n'en parlait pas, personne n'en parlait. Donc j'ai acheté des livres sur l'après-vie, j'ai cherché les symboles, j'ai pas arrêté de chercher des réponses. Donc j'ai eu un flot d'informations qui ont été très déstabilisantes pour moi, parce que j'étais très jeune encore. Et j'ai mis tout de côté. J'ai refusé à un moment donné, parce que ça me perturbait beaucoup, de me plonger, j'étais pas prête, de me plonger là-dedans, dans cette recherche complémentaire. Mais j'étais sûre de ce que j'avais vu, j'avais le souvenir des symboles, j'en ai retrouvé dans des livres, et là, ça m'a perturbée. Ils disaient quoi ces symboles? Quelle était la signification? Vous vous en souvenez? Je m'en souviens plus aujourd'hui. Ça pourrait renvoyer à la Kabbale, ça pourrait renvoyer à tellement de choses que je pourrais plus vous dire spécifiquement, parce que j'ai eu tellement d'informations que aujourd'hui, là en fait c'est la jeune fille qui a 15 ans et demi, 16 ans qui vous parle quelque part. Là aujourd'hui, la femme que je suis a fait d'autres recherches complémentaires. Évidemment. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Sauf qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte de l'époque. C'est ça. Quand vous avez 15 ans, on ne parle pas de tous ces sujets. Non. Encore moins dans le milieu hospitalier. Tout à fait. C'est pas un professeur en médecine, c'est pas sur les bancs de la fac qu'on va apprendre cette dimension qu'il peut y avoir, autre que beaucoup décrivent au travers justement des expériences de mort imminente, quoi. Tout à fait, exactement. D'autant plus que j'ai un oncle médecin,
maman puéricultrice. Enfin, j'ai eu une personnalité atypique, je voulais être jockey, En fait, il y avait une forme de cadre où il y avait des sujets tabous. Donc, je faisais mes recherches toute seule. Mais après l'EMI, vous sortez effectivement de l'hôpital. Qu'est-ce qui change dans votre vie à ce moment-là ? Parce qu'on dit souvent, et on entend ça en permanence, ma vie a changé du tout au tout à partir de cet instant-là. Il y a effectivement les bienfaits de la médecine au travers de l'opération, qui vous a quand même sauvé la vie, et merci à ce professeur. Oui. Mais cette dimension spirituelle que vous avez vécue au travers de l'EMI, qu'est-ce qu'elle va changer en fait dans votre vie par la suite ? Alors, moi j'étais encore dans « je subis ». Parce qu'il faut savoir quand même que les médecins En fait, quand le diagnostic est tombé, j'avais à peu près 15 ans. Là, on a dit, apparemment c'est un Crohn, mais vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Vous n'aurez pas un parcours de vie très long, probablement vous ne vivrez pas plus tard qu'aux 30 ans, etc. Donc, et je l'ai entendu, et plusieurs fois encore, et on me l'a répété. C'était devenu une croyance. Donc, malgré ce que j'avais vécu, dans ce qu'on m'avait distillé depuis très jeune, j'étais un cas. Donc, de toutes les façons, ça m'a servi à quoi ? De faire un petit voyage là-bas, puisque je ne dépasserai pas les 30 ans. Donc, en fait, je n'étais pas dans cette démarche. En fait, la démarche spirituelle, elle a été plus tardive. En revanche, effectivement, ce que ça a changé pour moi, c'est cette urgence de vivre les choses. Urgence de retrouver mon cheval, urgence de... Et en fait, les médecins m'interdisaient tout sport violent. Et puis, d'un autre côté, j'avais une espérance de vie courte. Donc, on ne peut pas se projeter quand on se dit à 30 ans, avant 30 ans, on meurt. En fait, comme une fatalité. Bon. Pourquoi je suis revenue sur Terre, grossièrement ? Bon, pour vivre ça, je vais me limiter à cette vie ici maintenant. Mais ça n'avait pas encore du sens pour moi, en fait. Ça en a pris tardivement. Quand, véritablement, je suis tombée enceinte, en fait. Parce que tout ce qu'avaient dit les médecins... C'était faux. Voilà. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Donc, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Tout ce qu'ils avaient prévu s'effondrait. En fait, tout ce qu'ils avaient distillé en moi comme information, comme certitude, comme... voilà. Donc là, j'ai dû commencer à changer et me dire, mais je vais arrêter de subir. Mais ce qui est fou, c'est qu'on peut imaginer, et encore une fois, c'est facile avec la posture ici, mais de se dire que avoir 15-16 ans, entendre en permanence la médecine qui vous condamne quelque part. Oui, qui me condamne. Qui vous condamne et qui vous dit vous ne dépasserez pas 30 ans, ou voilà, parce que vous avez ceci, parce que vous avez... Oui. Entendre ça en permanence, vous n'aurez pas d'enfant, vous n'aurez pas ceci, vous n'aurez pas... On peut comprendre que vous vous posiez la question de savoir, mais enfin, quel était l'intérêt de vivre cette courte vie que l'on m'annonce. Bien sûr. Et le fait de vous rabâcher ça fait que vous allez mentaliser les choses en permanence, ça va s'inscrire en vous. Jusque, alléluia, vous tombez enceinte. C'est un fils que vous avez, hein ? Oui, j'en ai deux, mais maintenant, curieusement, voilà. Ouais, vous avez deux fils, c'est incroyable. Oui, ce qu'on appelle les cadeaux du ciel. Ouais. Quelqu'un qui ne devait pas avoir d'enfant, c'est beau. C'est magnifique, parce qu'effectivement, j'ai dû réviser toute ma copie, comme on dit, simplement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi là maintenant ? À savoir quand même que j'avais eu de nombreuses interventions jusqu'à ce que je tombe enceinte, tomber enceinte, être enceinte, voilà. Pas pour être enceinte, mais à cause de cette maladie. C'est ça, il y a un suivi encore derrière avec d'autres opérations et d'autres interventions. Cette maladie qui a eu des incidences sur mon parcours professionnel, sur mon parcours affectif, parce que mon premier grand amour, je l'ai quitté à cause de cette maladie, quand même, parce que ce grand amour qui était pour moi celui que j'avais écrit partout, parce que j'écrivais déjà, je l'ai rencontré quand même quelques temps après tout ça. Mais comme j'étais... j'allais avoir une espérance de vie assez courte. J'ai estimé que c'était normal de lui laisser vivre sa vie, que je ne pourrais pas lui offrir d'enfant, et j'ai quitté ce grand amour pour ça. Et oui. Donc en fait, votre premier fils, vous ne l'avez pas avec ce grand amour dont vous parlez. Pas du tout. Mais non.
Quand on vous dit que vous allez Bien sûr, bien mourir avant un parcours de vie qui va se limiter à une trentaine d'années, qu'on rencontre celui dont je rêvais. Je rêvais, en fait, c'est ni plus ni moins, parce que j'ai repris mes études, puisque j'avais été déscolarisée plusieurs fois. Je l'ai rencontré sur les bancs de la fac dentaire. Voilà, c'était lui, quoi. Mais je pouvais pas... Par amour, on peut quitter quelqu'un, en fait. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Ça, on pourrait consacrer une émission entière à ça, vous savez. Vous savez, j'ai souvent entendu aussi ça, cette phrase du « je t'aime mais je te quitte ». Cette phrase, pour moi, elle est surréaliste. On peut quitter quelqu'un par amour. Je sais qu'on peut quitter quelqu'un par amour. Pourtant, dans ma manière de fonctionner, c'est inconcevable. Il y a quelque chose qui colle pas. J'ai le sentiment que quelqu'un qui dit « je te quitte mais je t'aime », c'est quelqu'un qui n'aime pas autant qu'il le dit. Ça implique beaucoup de choses quand même. Vous vous rendez compte, je suis jeune déjà d'une part. Après, il y a l'univers familial qui met une petite pression. Je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet. Donc, j'ai une maladie qui semblerait être incurable, voire même mortelle, puisque j'ai eu des opérations. Et pour quelle raison, j'interdirais à l'autre de pouvoir faire une rencontre qui... Après, évidemment, il faut encore une fois replacer tout dans le contexte. Parce qu'à ce moment-là, moi, la solution, c'était, je vais le laisser vivre sa vie. D'ailleurs, il ne l'a pas vraiment compris à l'époque, parce que non seulement ça, j'avais cette maladie, mais je la cachais beaucoup. Donc, en fait, maladie invisible. Quand on me voit, effectivement, là, comme ça... On ne s'imagine pas. Même les médecins m'ont dit, souvent, mais vous allez bien. Mais regardez mes analyses, là, regardez, mettez le nez dedans. Ils sont spécialisés dans ce domaine et ils sont passés à côté de certaines choses. J'ai été opérée plusieurs fois. En l'occurrence, je me suis sauvée quelque part toute seule en 2014. Sinon, voilà, je ne serais pas ici encore une fois aujourd'hui. Mais donc, il y a ce parcours de vie qui a une incidence sur mes choix professionnels, affectifs. Et là où ça prend sens, ça commence à prendre sens, c'est quand c'est mon premier enfant, où je me dis là, peut-être que maintenant je peux agir. Et comment ? Par quel biais ? Je rembobine le film. Il faut savoir que tout au départ, je voulais faire des études de chercheur pour aider l'humanité. Donc j'ai toujours eu le désir de sauver ma mère, voilà. Donc dans une continuité, je suis devenue chercheuse. J'ai fait des études en psychothérapie tardivement parce que quand j'ai eu mon premier fils, je me suis dit, on va reprendre, mais différemment. J'ai fait 4 ans d'études, c'était important pour moi d'avoir des bases, de comprendre les maladies psychiatriques, les mécanismes de défense, les traitements, d'avoir un code déontologique, une éthique. Un titre. Voilà, un titre, voilà, la légitimité. Lors de certains cours, je me suis même effondrée en prenant conscience de mon fonctionnement. Et tout ça, ça s'est construit au fil du temps, où quand je suis devenue psychothérapeute, je me suis dit, il manque un truc là. Parce que, ok, les personnes qui viennent avec leur traitement, parce que si, parce que ça, je sais les reconnaître tel type de maladie psychiatrique, ou les accompagner. Mais en fait, ce n'est pas les traitements qui les définissent, il y a autre chose de plus
plus puissant derrière un être humain. C'est pas juste on prend un cachet et puis voilà. Effectivement, ça peut être utile dans certaines pathologies. Et donc, c'est là où les thérapies cognitives ont pris sens. Pour moi, quand j'ai découvert cette notion d'inconscient, alors savoir que quand même je suis plutôt d'influence jungienne, parce que j'ai étudié Lacan, Freud, évidemment les piliers fondateurs, mais je suis plus en connexion avec Jung. Donc les thérapies cognitives, l'étude du cerveau, les neurosciences, là ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc ça vient s'additionner avec les études que j'ai faites, etc. Donc 5 ans en psychopathologie, 3 ans en thérapie cognitive. C'est le cursus que vous avez pu mettre en place. Oui. Enfin, vous avez fait d'autres choses aussi. Oui, d'autres choses en parallèle. Il y a plein d'autres. Oui, parce que cette soif de... Il y a toujours cette... je remplis le temps. C'est... parce qu'il y a quand même des moments où je suis entre parenthèses, parce que ma pathologie, j'aime pas, parce qu'il y a ce possessif de ma maladie. Pendant longtemps, je disais ma maladie. Mais non, la maladie. Donc, en fait, cette pathologie, parfois... elle vient me titiller, évidemment, parce que, évidemment, quand il y a une atteinte organique, rien n'est miraculé. En fait, on va considérer l'organisme, le mental, l'émotionnel, l'énergie, parce que je m'intéresse beaucoup à la physique quantique, aux énergies, etc. Donc, les thérapies cognitives ont vraiment changé mon approche totale. Et... évidemment, je mets en application avec moi, sur moi, en moi, dans moi. Voilà. Ce que vous avez appris. Ce que j'ai appris. Ouais, pour le coup. Je ne savais pas que la maladie de Crohn peut être mortelle. C'est toujours pareil. Il y a des dommages collatéraux. Donc, en fait, ça ne touche pas que l'intestin. Comme vous le voyez, là, j'ai été opérée d'autospondiose. Je suis appareillée parce que j'étais sourde à 50%. J'ai une spondyarthrite ankylosante, voilà. Donc ça peut dégénérer. Mais comme je dirais toute maladie, à la limite, quand elle n'est pas prise en charge rapidement, à l'époque, ça pouvait l'être. Parce qu'il n'y avait pas de traitement adéquat. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des traitements, il y a beaucoup d'études sont faites encore, il y a une grande part d'inconnus, mais... C'est vrai qu'à l'époque, oui, on pouvait en mourir. D'ailleurs, j'ai le souvenir lorsque j'étais en réanimation, d'avoir reçu dans ma chambre un médecin qui était dans le même service que moi, les nutripompes, parce qu'on avait le fil, l'intubateur, on appelle ça un intubateur, qui sortait du nez pour nous alimenter dans l'estomac et qui ne voulait pas passer par ce biais. Et en fait, il était en grande souffrance parce que les méthodologies n'étaient pas les mêmes, les traitements non plus. Heureusement que ça a évolué parce que j'ai vécu des choses qui sont de l'ordre de l'impensable aujourd'hui, mais j'en veux pas à la médecine. Non, parce qu'elle vous a aussi sauvé. Elle m'a sauvée. Par contre, étant psychothérapeute recevant du monde, dans mon cabinet à Sophia Antipolis, lorsque j'ai une personne qui est atteinte d'une maladie lambda, invisible spécifiquement, mon expérience va lui être utile. Et j'osais pas en parler pendant des années, c'était un peu honteux, tabou. Je suis psychothérapeute, elle vient pour une demande, pour faire de l'hypnose, etc., par exemple, puisque chaque rencontre est unique. Donc je vais adapter en fonction du besoin. Mais je me suis rendu compte que lorsque je parlais de... moi j'ai une maladie de Crohn aussi. Donc ça faisait écho chez l'autre et ça a aidé. Et ça aide énormément. Alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que d'abord vous vous livrez aussi, c'est-à-dire vous acceptez d'en parler à votre patiente, cliente. Oui. En revanche, et donc ça lui apporte quelque chose. Oui. Qu'est-ce que votre client vous apporte à vous ? Il y a toujours, on parle souvent en psychologie de l'effet miroir, et le fait d'avoir en face comme ça quelque chose qui vous arrive au visage comme ça. Quand quelqu'un arrive en vous disant j'ai une maladie invisible et qui ose bien sûr se confier pour que vous puissiez l'accompagner au mieux, qu'est-ce que ça vient chez vous
faire rejaillir? C'est du ressenti. Alors, je suis en empathie, en synchronisation avec l'autre. Et en fait, je ressens ce qu'elle ressent. Je comprends c'est au niveau mental ce qu'elle vit, combien ça peut être difficile. Mais au-delà de ça, comme j'ai eu tellement de symptômes vous savez, il n'y a pas mieux que de vivre l'expérience pour comprendre ce que l'autre vit, évidemment. Bien sûr. Et ce qui se passe, l'effet miroir, c'est, je dis souvent, si j'avais pu être accompagnée avec ce genre d'approche plus jeune, évidemment, j'aurais fait d'autres choix, j'aurais gagné du temps. Mais ce qui se passe souvent, c'est que, oui, il y a une forme de satisfaction, parce que la plupart du temps, ça aide l'autre à changer sa perception de la maladie, à avoir une approche différente, à se rendre compte. On parle de pouvoir en soi. Vous savez, on a le pouvoir en nous d'influer sur nos cellules, les stimuler. On a un pouvoir d'auto-guérison. Attention, je ne dis pas d'arrêter les traitements médicamenteux. Ça, il y a des traitements qui sont nécessaires. Mais en thérapie cognitive, en l'occurrence en hypnose thérapeutique, comme en programmation neurolinguistique, on peut déprogrammer des traumas, on peut changer la perception qu'on a de la représentation d'un événement ou d'une situation qu'on a vécue. Alors je vais vous dire, pour moi j'ai vécu des choses tellement traumatisantes physiquement que je ne vais pas chercher à changer ça. Parce que je crois que c'est des fondements qui me sont utiles pour être meilleure thérapeute aujourd'hui. Curieusement, je me suis posé la question. Mais en même temps, vous ne pouvez pas changer. Moi, je ne peux pas changer, mais je suis encore beaucoup impactée par des scènes du passé très jeunes, émotionnellement. D'accord. Et je l'accepte. C'est-à-dire que vous auriez pu, au travers de vos pratiques, aller rechercher... Déprogrammer ça. Ne plus être en lien avec l'émotionnel. Ok, et ça vous ne voulez pas? Non. Vous n'en voyez pas l'utilité aujourd'hui? Je n'en vois pas l'utilité. Ok. Pour vous, hein? Pour moi, effectivement. Parce que je me rends compte à quel point ces scènes me permettent de me sentir encore plus vivante. Mais elles vous ont construite surtout. Elles m'ont construite. Dans la douleur, mais elles vous ont construite. Oui. C'est ça, c'est juste. Donc, quand une personne vient en mi-clos, évidemment, là, pour le moment, ça restait dans mon cabinet, où j'osais en parler, mais j'ai mis beaucoup de temps pour oser en parler. Est-ce que c'est le rôle d'un thérapeute que de parler de son cas? Voilà. Est-ce que c'est là où sont les limites de quel est le rôle d'un thérapeute? Si j'estime qu'à certains moments, je peux le faire parce qu'il y a quelque chose qui fasse que ça peut être aidant pour la personne, je vais le faire. Parce que j'ai vu à quel point ça pouvait être aidant pour la personne. Et qu'ensuite, on sait que la parole est libératrice, ça fait du bien, mais qu'ensuite, il y a un lien qui se renforce entre le thérapeute et la personne qui est en souffrance. Parce que je fais référence encore à mon expérience, mais... je pense que si j'ai réussi à dépasser quelque chose, la personne peut réussir à le faire en fait. Aussi, il me semble. Si elle en est à un stade où elle a envie de le faire, attention. Donc, j'ai osé maintenant passer cette étape et en parler ouvertement, de façon un peu plus publique, parce que, même beaucoup plus publique, puisque... J'en parle lors des conférences et je veux développer ça parce qu'il y a beaucoup de tabous au sujet des maladies invisibles. Il y a le fait de l'image qu'on renvoie et tout ce qu'on vit à l'intérieur qui est un grand tsunami, je dirais. Et en fait, moi je sais que j'ai une grande part de fierté et que je ne veux pas inspirer la pitié. La compassion, pourquoi pas, un peu, mais il est difficile dans le regard de l'autre de se sentir accepté ou « mais toi, tu vas bien, quoi ». Et souvent... Arrête de te plaindre. Et voilà, arrête de te plaindre. Tu es fatigué? Oh, bah non, pourtant tu as beaucoup d'énergie, hier tu faisais ça. En fait, il y a une incompréhension autour de ce sujet. Juste pour revenir, si vous le voulez bien, Catherine, juste sur l'histoire
de la relation thérapeute-patient Oui. ou client. Vous êtes dans l'empathie quand vous êtes avec vos patients, pour le coup. Et on peut le comprendre, évidemment. Surtout quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a les mêmes symptômes que vous, pas nécessairement la même maladie, mais qui ressent en tout cas les mêmes choses aussi douloureuses, désagréables, etc., etc. Quand vous suivez ces cours pour devenir la praticienne en hypnose ericksonienne, en PNL et autres, est-ce que l'empathie du thérapeute est une notion qui est prise en compte Oui. dans les formations? Alors, pas toutes les écoles de formation. C'est un sujet important parce que j'ai eu de la chance d'être formée en thérapie cognitive avec un psychanalyste, d'accord? Donc, il m'a fait travailler énormément sur moi. J'étais en profondeur, je peux dire, parce que quand j'ai compris que j'avais un fonctionnement psychosomatique, bien sûr. Voilà, donc couper des émotions, ça a été tout un cheminement, un travail personnel. Et quand j'arrive à ce stade des thérapies cognitives, j'arrivais encore à m'échapper un petit peu quand j'ai fait mes formations de psychothérapeute. Mais là, en thérapie cognitive, tous les changements se font à travers le ressenti. Donc là, hop, il me recadrait, me faisait descendre au plus profond de moi, si je peux dire. C'est ce qui a fait que je devienne meilleure pour moi-même, mais pour les autres aussi. Et cette notion de relation à l'autre avec un patient lambda qui a telle maladie, ça peut être tumeur au cerveau. J'ai beaucoup de personnes qui me consultent pour des problématiques diverses et variées, et pas que médicales d'ailleurs. En fait, les changements s'inscrivent que dans le ressenti. Donc, à partir du moment où j'estime être dans la bienveillance, avec un cadre, avec des propositions, non pas des affirmations, mais des suggestions. L'autre prend ou pas, il choisit. C'est la frontière qui est toujours un petit peu délicate. Savoir Oui. jusqu'où le thérapeute peut aller, doit Oui. aller, et jusqu'où est-ce qu'il s'autorise à aller. Oui. C'est toujours ça qui est un peu délicat. Et parfois, évidemment, on nous pose souvent la question dans l'index ABC ou dans les rencontres que l'on propose. Mais quelle garantie vous avez que le thérapeute est bon lorsque vous le recevez sur le... Mais c'est la même chose quand vous allez sur une plateforme comme Doctolib et que vous prenez un rendez-vous avec un médecin que vous ne connaissez pas. C'est pas parce qu'il est effectivement sur Doctolib que c'est un bon médecin. Donc le thérapeute qui vient s'installer ici, effectivement, on discute, on voit, on sent l'énergie, on sent le vécu, on sent l'histoire, on sent le parcours de vie. Maintenant, comment ça va se dérouler dans le cabinet, on n'en sait fichtre rien. C'est pour ça que parfois je me pose la question de savoir, pour vous, qu'est-ce qu'un bon thérapeute? Quelles sont ses limites? Alors, justement, c'est à soi de les définir. Il y a parfois des personnes que je ne peux pas recevoir parce que... alors, déjà, je pense qu'il faut avoir des valeurs humaines telles que l'humilité, évidemment, etc. Parfois, en tant que psychothérapeute, on peut se sentir un peu tout puissant, comme les psychologues. C'est vrai voilà. aussi. La différence, c'est qu'on est obligé normalement de se faire superviser en tant que psychothérapeute. Donc, à un moment donné, on est face à soi-même et là, on ne peut plus s'échapper. Donc, un bon thérapeute, c'est celui qui est capable de dire « Là, je suis désolé, mais je ne peux rien faire pour vous ». Bon, alors, verbaliser différemment. Bien sûr. Mais ça m'est arrivé. Hein. Oui. Une maman qui amène un jeune homme qui est... Là, grâce à ma formation en psychopathologie, j'identifie qu'il est vraiment schizophrène. Et il y a une dangerosité. Et donc, j'appelle un psychiatre avec lequel je travaille. Et donc, en l'occurrence, ça, où... j'ai le souvenir de certaines patientes, dont une, paix à son âme, respect pour elle, qui était en souffrance terrible physiquement, qui a eu arthrose, qui ne trouvait plus de sens à sa vie, et qui avait 75-76 ans et qui avait décidé de partir. Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui vous dit ça? Qui nous dit ça? Mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, je vous comprends. Je vous comprends. En fait, c'est vraiment au cas par cas, parce que chaque être humain est unique. J'ai une jeune fille que on peut dire, contenue pendant des années, qui était sous traitement, et je savais qu'à chaque consultation, c'était une semaine de gagner.
10 jours de gagné, 15 jours de gagné, parce que il était probable qu'elle passe à l'acte un jour. C'est dur ce que je dis, mais même ses parents le savaient, parce qu'elle ne voulait pas les traitements, parce qu'elle se sauvait de l'hôpital jusqu'au jour où c'est arrivé, mais elle a gagné peut-être, entre guillemets, 10 ans de sa vie, si on peut parler de gagner 10 ans de sa vie, mais elle était en souffrance sur Terre. Donc, c'est accepter d'être impuissant dans certaines situations. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un bon thérapeute doit, je ne sais pas, mais est meilleur parce qu'il a eu un parcours de vie comme le vôtre? Alors, un parcours de vie comme le mien ou un autre. Oui, Mais oui. Avec ses fêlures, oui, avec ses traumas, oui. Ça en fait un bon thérapeute? Je pense que ça, c'est nécessaire de passer par là, parce que une personne qui a une vie... Personne n'a une vie toute tracée, lambda, qui coule comme ça. Évidemment, tout le monde a ses blessures, ses fêlures, ses cassures. Bon. Il y a des environnements aidants, quand même. Oui, évidemment. Tout le monde n'a pas été kidnappé, tout le monde n'a pas une maman dépressive, tout le monde n'a pas... voilà, évidemment, vous êtes un cas particulier aussi. Enfin, vous avez votre singularité, évidemment. Mais vous pensez que voilà, aujourd'hui vous le prenez comme un atout, si je puis dire? Oui, totalement. Comme une valeur ajoutée, quoi. Oui, totalement. Parce que je me rends à l'évidence, en fait. Quand les personnes qui me consultent viennent me voir en me disant « Waouh, vous avez transformé ma vie, vous avez sauvé ma fille », c'est des termes excessifs, et je me dis « Mais à quel moment j'ai servi à quelque chose ?» C'est là où je sers à quelque chose, ou là où et en fait, j'appelle même pas ça un métier. C'est compliqué de parler de job pour moi, parce que c'est mission de vie, c'est le sens que je donne à ma vie, et là je fais le lien avec l'EMI. Je comprends. En tout cas, c'est un métier passion. C'est un métier passion, oui, ça c'est certain. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Mais vous vous rendez compte que, et c'est drôle que vous disiez ça, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a encore la petite Cathy, comme on dit, on vous appelle comme ça, à 15 ans, qui se demande si elle est légitime ou pas, se demande si elle a raison d'eux. Vous vous posez encore ces questions-là? Si vous faites bien encore. Non mais c'est vrai. C'est intéressant de rebondir là-dessus, parce que là aujourd'hui, je suis venue cool, évidemment, et j'ai envie d'en parler, d'être un peu dans la lumière pour aider les autres. Bien mais sûr. Il y a une part de moi qui est là, oui, il y a la petite fille qui est là, oui. Oui, que je prends par la main, et le monde n'est pas que dangereux, en fait. Quand je suis sortie de l'hôpital, vous savez, j'avais limite des symptômes psychotiques. Comment on se réintègre dans ce monde qui est violent, agressif? Et je dirais même, là, ici, c'est cocooning, c'est chaleureux, vous êtes exceptionnel, marque de bienveillance, voilà, on se sent vraiment à l'aise, mais... où je me sens bien, c'est dans mon cabinet de psychothérapeute. Évidemment. Et en dehors de ça, le monde, il est quand même assez violent, agressif. Mais au-delà de ça, quand je disais qu'on entend la petite Catherine de 15 ans, c'est de se dire que vous pourriez dire, avec le nombre de personnes que vous avez accompagnées, le nombre de gens que vous avez aidés, et j'irais même jusqu'à dire le nombre de gens que vous avez sauvés, ça va me toucher là. Vous ne devriez plus vous poser cette question. Oui, mais non, mais c'est bien. Vous vous rendez compte le jour où je doute plus. C'est sûr. Il ne s'agit pas de douter, mais de se dire, vous pouvez vous regarder dans la glace. Oui, je me suis regardée tout à l'heure. Et dire, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi quoi, en fait? Vous avez réussi. Oui, mais vous avez réussi votre vie. Oui. Ah oui, ça, j'en suis certaine. Vous avez réussi votre vie contre toute attente, contre tous les diagnostics. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, pardon, je veux pas vous. Non, mais j'écris un livre là-dessus, justement. Et en fait, oui, bien sûr que j'ai réussi. Vous avez 2 enfants. Oui, c'est du bonheur, oui. Parfait. Voilà, vous êtes sur la Côte d'Azur, il y a pire. Il y a pire, effectivement. Vous avez un joli cabinet à Sophia Antipolis. C'est vrai. Je côtoie des personnes exceptionnelles. Vous côtoyez des gens exceptionnels. Beaucoup de choses grâce aux autres. Beaucoup de satisfaction dans les résultats que vous apportez à ces gens. C'est ça. Voilà, formidable. Oui, j'accompagne les sportifs professionnels aussi. En plus. Donc c'est très diversifié. Vous faites des conférences. Oui.
Mais c'est rien pour moi tout ça en fait. Enfin, c'est rien. C'est, en fait, ça me paraît normal. C'est... Oui, Mais tant mieux que vous le preniez comme ça, parce que si effectivement vous étiez dans l'effort de tout, et que tout était pas une contrainte, mais en tout cas quelque chose qui est un peu poussif, voilà, là c'est tellement naturel que... Voilà, c'est naturel, c'est le terme adéquat. Et alors, vous faites des interviews ? Oui, avec Marc par exemple, aujourd'hui. Non, mais vous faites en tant qu'intervieweuse, vous faites des Ah non, interviews. mais ça c'est pour m'amuser. Je l'ai fait avec Mike Horn. Avec Mike en Horn. l'occurrence, oui. Oui. J'ai rencontré Mike Horn et en fait on a parlé parce que lui-même je disais mais tu fais de la programmation neurolinguistique naturellement sans même t'en apercevoir puisque c'est un outil de communication et de transformation. Et en fait c'est un personnage, je m'intéresse évidemment bien sûr au personnage atypique, aux forces, il a une force mentale et je suis allée le voir d'ailleurs en conférence aussi à Lausanne. En fait il devait nous aider dans comment dire je vais y arriver là parce que vous m'avez perturbé Marc là, avec tout ce que vous venez de me dire là. Non, mais je prends, c'est des cadeaux. Mais vous savez, on me le dit pas à moi. Donc moi je me dis, qu'est-ce que j'aimerais parfois l'entendre. Ah bah voilà. Alors je dis, je vais le dire parce que c'est tellement important de l'entendre, de dire les choses. C'est vrai. Et attention au micro parce que sinon on va plus vous entendre. Ah oui, pardon. Voilà, par contre. Mais voyez ce que je veux dire, c'est tellement important de l'entendre. Mais les personnes qui me consultent me le disent en fait. Ah ouais. Et ça c'est formidable, ça c'est un cadeau extraordinaire. Oui, c'est vrai. Mais. Et c'est un juste retour des choses sur la vie. D'accord. Combien de personnes j'ai entendu dire « Ah, tu sais, moi, je n'ai entendu que qu'est-ce qu'on va faire de toi ? T'es un bon à rien. J'ai honte d'avoir un fils comme toi. » J'ai entendu ça. Oui. Et qui aujourd'hui sont des gens hyper épanouis parce qu'effectivement, sûr. Ils ont fait des choses extraordinaires de leur vie et pas nécessairement au travers de longues études, mais ils ont fait des choses tellement concrètes. Tout à fait. Et des approches tellement... forte pour aider des gens ou pour être dans l'empathie ou pour s'investir dans des causes que je me dis, il faut de temps en temps pouvoir se poser 2 minutes, prendre du recul et se dire, regarde. Oui, c'est ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs. Mais bien sûr. Et oui, parce qu'on a du mal à évaluer le chemin parcouru et souvent voir le verre, ce qu'on appelle à moitié plein. Bien sûr. Effectivement, bien sûr. Oui, mais j'ai eu une chance inouïe. À un moment donné, j'avais commencé à écrire un livre qui s'appelait Crohn, ma chance. J'ai dit, non, parce que franchement, j'en ai tellement bavé physiquement, c'est pas une chance ça. Peut-être j'aurais pu passer par un autre parcours, j'en sais rien. C'était le mien, toujours est-il. C'est drôle que vous disiez ça, parce que y a plein de gens qui parlent de maladie en disant, qui remercient presque cette maladie. Parce que cette maladie les a forgés à être celle ou celui qu'ils sont aujourd'hui. Vous diriez pas ça, vous ? Oui, si, je l'ai dit. J'ai entendu des gens qui avaient des cancers et qui disent remercier à leur cancer. Oui, je sais. Après, la maladie ne fait pas forcément de toi une personne meilleure. Ça ne marche pas pour tout le monde. C'est vrai. Mais oui, à un moment donné, oui, mais... Pour finir cette émission, Catherine, il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas abordé dans le dernier chapitre, et je trouve que ce serait intéressant d'en dire un mot, c'est-à-dire que autant il y a des choses que vous avez apprises sur vos formations, au travers de toutes vos formations, autant il y a des choses que vous apprenez dans le concret, avec le relationnel que vous avez avec vos patients, vos clients, et qui est de l'ordre, j'allais dire, d'une dimension autre que le côté théorique qu'on peut apprendre pendant les cours, cette dimension du plus grand, peut-être une dimension un peu... Autre. Irrationnelle. Vous avez ça ? Oui, de plus en plus souvent, effectivement. Il se passe des choses assez curieuses au sein de mon cabinet avec certaines personnes. Je peux développer. Bien sûr, vous pouvez nous raconter. Il est vrai que maintenant, j'accueille et je laisse libre cours à tout ce qui se passe au sein de mon cabinet. À un moment donné, lors d'une consultation, je fais référence à l'une d'elles, en l'occurrence, puisque je suis en empathie, en connexion avec l'autre, et je fais une séance d'hypnose, une hypnose classique, je dirais. Et souvent, je ferme les yeux, je suis connectée comme ça avec la personne. Et je dessine sur une feuille, mais je regarde pas, je regarde pas, je laisse aller le crayon.
Et à la fin de la séance, la personne me dit « mais j'ai vu tel personnage » ou tel... Forme. C'était un ange en l'occurrence, mais spécifique, curieusement spécifique. Et elle me décrit ce qu'elle a vu. Et ben, moi je fais... Et je tourne ma feuille. Oh, elle me dit c'est exactement ça. D'autre part, dans d'autres situations, notamment récemment, en fait, je me rends compte que souvent, j'ai les réponses ou les questions que vous me posez la personne avant même qu'elle le formule en fait. Et c'est de plus en plus fréquent et c'est super agréable, quoi. Vous anticipez la réponse ouais, de votre oui, de j'anticipe la réponse ouais, ou même... ouais, c'est très curieux. Il y a vraiment une connexion énergétique qui est puissante. Dernière expérience, je suis avec une personne donc en face de moi. Hein, on fait aussi hypnose de programmation neurolinguistique. Je n'oblige jamais les personnes à fermer les yeux. Parfois, j'ai des patients qui ont les yeux grands ouverts, mais en l'occurrence, elle avait les yeux fermés. Et je vois sur la table juste à côté de mon fauteuil confortable, la télécommande qui bouge. Elle venait suite à un décès, mais oui, c'est pour ce que je dis, hein, mais même moi, et je regarde dessous, elle a les yeux fermés, je continue à faire la séance. Je me dis, le fil est peut-être tiré, je sais pas. Et les commandes, elles bougent. Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je ne dis rien, je continue à faire la séance sans la perturber. Et puis je regarde, elle s'arrête. Elle bouge, mais personne, elle la touche pas, je ne la touche pas. Voilà, elle est reliée à mon fauteuil, puisque c'est un fauteuil qu'on peut baisser, donc. Et à un moment donné, ça s'arrête, puis ça reprend. Moi, je dis, bon, ok. Elle me parle de son frère qui est décédé. Donc, elle me parle de lui, et moi, dans mon imaginaire ou dans ma connexion inconsciente, je me dis, mais il est là, quoi. Je sais pas, il se passe un truc. À la fin de la séance, elle me dit, mais... il y avait un homme avec vous qui parlait. Je fais, mais non, je suis seule. Vous voyez bien, je suis seule. Tout au long de la séance, j'étais seule. Mais elle me dit, mais il y avait une voix d'homme. Ben, je sais pas, peut-être que c'est votre frère qui vous a accompagné durant cette séance. Voilà, je m'autorise, dans certaines situations, à dire... aller plus loin. Aller un peu plus loin. Un peu plus loin. À accueillir ce qui vient, à le formuler, à le verbaliser. Et moi-même, je suis étonnée, quoi. C'est peut-être ça ce qui fait votre singularité et peut-être ce que vos patients aiment le plus, peut-être. C'est-à-dire que voilà, vous vous autorisez dans la limite de ce qui est autorisable. Voilà, ce sont les limites que vous posez, ces fameuses limites, effectivement. Énergie-psycho.com, oui. C'est votre site internet. Oui. On va mettre évidemment tous les liens autour de la vidéo pour rentrer en contact avec vous si on a besoin de vos services. Mais c'est vrai que quand on a commencé l'émission en disant vivante, debout et profondément amoureuse de la vie, quand on sait d'où vous venez, on peut comprendre que vous le soyez maintenant. Oui, c'est vrai, j'ai un bon tempérament en plus. Et je dirais maintenant, si j'avais un message à faire passer, c'est que la plupart des médecins, même au jour d'aujourd'hui, sont indélicats dans l'annonce d'une maladie ou ne savent pas faire. Je suis d'accord. Et ça a des incidences. Véritablement. Souvent, quand la personne vient me voir, elle est désemparée, on vient de me dire ça. Donc, je vais recadrer, reformuler. Alors, je ne critique et je ne porte pas de jugement envers les médecins, mais effectivement, je pense que ça serait bien que certains apprennent une approche. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je dirais, en fait, si j'ai un message à faire passer, c'est que rien n'est figé dans le marbre. Et tout ce qu'on peut vous annoncer, même de manière collective, si un médecin peut affirmer ça, en fait, je suis la preuve vivante que ce qu'on annonce, par exemple, ce qui me concerne, puisque mon espérance de vie devait être limitée, que je ne devais pas avoir d'enfant, n'est pas toujours ce qui nous attend. Et fort heureusement. Le diagnostic n'est pas figé. Le diagnostic n'est pas figé. Ouais, c'est ça. Bon.
Ce sera un joli mot de fin. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, merci. Merci Marc. Merci. Commentez évidemment avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez. Et puis, si vous êtes sur la... on peut faire à distance? On peut vous consulter à distance en Oui, j'ai visio beaucoup et de tout ça visioconsultations. Oui, bien sûr. ok. Et ça fonctionne très Et ça bien. fonctionne tout Je autant. vois, il y a même des personnes que je ne rencontre jamais qui me consultent en visio. Uniquement en visio. Même des sportifs que je n'ai jamais vus et qui me consultent en visio. Donc, Formidable. ouais. Merci beaucoup. Merci Marc. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.